L'Undertaker, c'est un des personnages les plus célèbres de la WWE. Ce géant intimidant au pouvoir magique et qui restait invaincu à WrestleMania pendant des années. Mais est-ce que vous saviez que sa carrière n'aurait pas du tout été la même sans son manager ? Son nom était Paul Bearer, un être humain très spécial qui travaillait dans les pompes funèbres pour de vrai. C'est un honneur de vous retrouver sur Johnny Catch pour se plonger ensemble dans le parcours unique de cet homme qui était adoré de tous en coulisses. Vous découvrirez entre autres quel incident précis l'a mené à organiser des enterrements dans la vraie vie. Pourquoi Vince McMahon avait eu un fou rire au moment de le faire signer à la WWE. Mais aussi quel événement tragique l'a poussé à revenir dans le catch. Et même la façon controversée dont sa mort a été utilisée à l'écran en 2013. Et vous ne devinerez jamais la blague hilarante qui faisait tout le temps à l'Undertaker, qui incluait du concombre. Vous êtes bien sur Johnny Catch, l'incroyable histoire de Paul Bearer, le manager de l'Undertaker. C'est parti. À la WWE, on le connaissait comme Paul Bearer, mais son vrai nom, c'était William Moody. Il est né le 10 avril 1954, soit 11 ans de plus que l'Undertaker dans la vraie vie. Et vous allez voir qu'une fois qu'on s'intéresse à son parcours, on se dit qu'il était vraiment fait pour être le manager du Deadman. Alors figurez-vous qu'il y a un incident très précis qui a marqué sa vie. Et vous allez voir que c'est quand même pas banal. En fait, il s'agit tout simplement de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Vous savez, l'ancien président des États-Unis, 1963. Et quand il a vu ça, William était vraiment très marqué par ça. Et en même temps, quasiment, en tout cas à la même période, il perdait aussi son grand-père. Et tout ça, en même temps, a donné chez lui une vocation, alors vraiment très surprenante. Il avait regardé toute la cérémonie autour de, on va dire, après la mort de JFK. Et à partir de là, il a eu comme une passion pour tout ce qui était enterrement. Il s'est mis par exemple à faire, alors tenez-vous bien, c'est quand même assez original, à faire des enterrements pour toutes les créatures décédées qu'il pouvait trouver. Il le faisait pour des animaux par exemple. En gros, il s'est mis à avoir comme une sorte de vocation pour ce qui était la mort d'êtres humains, la mort de créatures, et organiser un peu tout ce qui était enterrement en tout genre. Et ça va le suivre toute sa vie, vous allez voir. Figurez-vous qu'à la base, alors on a l'habitude, en tout cas ceux qui l'ont déjà vu à l'écran aux côtés de l'Undertaker, de voir Paul Bearer en homme brun avec une moustache au teint très pâle. Bon, évidemment, il y avait du maquillage, mais à la base, il n'est pas brun. Sa couleur naturelle, c'est le blond. Il était blond, et il le sera dans toutes les premières années de sa carrière. Il faut savoir qu'il grandit dans l'Alabama et qu'il tombe assez jeune amoureux du catch. Donc lui, c'est simple, Paul Bearer dans la vie, il avait deux passions, le catch et les enterrements. Enfin, plutôt, on devrait dire, le domaine des pompes funèbres, et tout ce que ça incluait. Et purement ce qui concernait donc le catch, il avait l'habitude d'aller à des shows, de prendre des photos, en fait, un peu à la manière d'ailleurs d'un Paul Heyman. Il avait l'habitude de photographier les catcheurs, d'être vraiment un fan, et c'est un peu de cette manière-là qu'il s'est petit à petit intégré dans le business, même si lui, au contraire d'un Paul Heyman, a quand même eu de l'action dans le ring. Alors ça n'a pas duré longtemps, et avant ça même, il faisait même parfois des petits boulots dans le catch, tout ce qu'il pouvait faire pour un peu incruster le business. Il en faisait aussi avec ses potes du catch, et d'ailleurs, ce qui peut aussi expliquer qu'il soit quand même, du moins qu'il ait eu un rôle un peu plus physique dans le divertissement sportif, lui, qu'un Paul Heyman, c'est qu'il a quand même passé 4 années à l'US Air Force, donc à l'armée. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il a déjà catché, mais avec un masque, et ce qui a tout changé pour lui, et c'est quand même très symbolique que ça vienne d'un personnage, d'un catcheur dont le nom de son personnage était Mephisto, quand on sait après à quel point il sera lié donc à l'Undertaker, aux ténèbres et tout ça. Avoir quelqu'un qui s'appelait Mephisto, ce qui est quand même le nom d'un démon, en tout cas dans la mythologie on va dire, c'est quand même assez symbolique, vous trouvez pas, que ce soit ce Mephisto qui lui demande « Dis-moi William, t'as déjà pensé à être manager ?» Alors ce qui est drôle c'est que William, donc on va quand même l'appeler Paul Bearer, mais il s'appelait William Moody quand même. Donc Paul, à ce moment-là, a pas su comment le prendre, il savait pas si ça voulait dire « Ouais, t'es tellement une quiche dans le ring et en tant que catcheur, vaut mieux que tu sois manager » ou alors si ce Mephisto avait vu un talent en lui pour ça.
mais en réalité c'était plutôt pour le côté talentueux et le fait que ça lui collait bien, tout simplement parce qu'il avait par exemple plein d'expressions faciales qui pouvaient le rendre vraiment très particulier et très détestable. D'ailleurs, c'est ce qu'on a bien pu voir les années suivantes quand il était avec l'Undertaker, à quel point ses expressions du visage étaient vraiment très particulières à ce Paul Bearer. En tout cas, à ce moment-là, il devient son premier personnage de manager qui ne s'appelait pas encore Paul Bearer, mais Percy Pringle. Et parfois, on ajoutait aussi le third, le troisième, parce qu'il y avait eu d'autres Percy Pringle avant lui. En tout cas, dans sa vie personnelle, événement très marquant, en décembre 1978, il épouse Diane et deviendra père l'année suivante. Diane qui sera la femme de sa vie. Et vous allez voir plus tard dans sa vie à quel point cette femme a eu vraiment une influence énorme sur lui. En tout cas, ce qui a été un premier tournant, peu après donc être devenu père, c'est qu'il s'est dit, le catch, j'adore, c'est ma passion, mais ça ne suffit pas pour subvenir aux besoins de ma famille. Et oui, parce qu'il était maintenant père. Donc, on va dire que surtout à une époque où le business n'était pas encore vraiment florissant, en tout cas où ça cartonnait moins que quelques années plus tard, il se disait, je vais laisser ça de côté pour le moment et plutôt revenir donc à ma passion pour les enterrements. Et c'est là qu'il devient entrepreneur de pompes funèbres. Et oui, il passe ses diplômes et il devient ça pour de vrai. Mais bon, heureusement pour lui d'ailleurs, parce que c'était quand même une passion qu'il laissait tomber, il finira par revenir dans le catch en 1985, parce que ça lui manquait. Et puis on imagine aussi que à ce moment-là, son gamin était donc âgé d'environ 6 ans environ, et donc il pouvait peut-être se permettre davantage de revenir dans le divertissement sportif. Et c'est là que c'est quand même assez marquant de voir pour qui il a été le manager. Alors tenez-vous bien, il y a un certain Lex Luger qui deviendra connu à la WWE, mais aussi la WCW toutes les années suivantes, qui était un vrai bodybuilder, mais surtout, il a été manager de Rick Rude, mais surtout aussi de Steve Austin, qui à l'époque était Stunning Steve Austin, mais à l'époque où il était à la World Championship Wrestling, donc bien avant d'aller à la WWE et devenir Stone Cold Steve Austin, bon sang. Donc il a quand même été impliqué avec le Rattlesnake du Texas, bien avant qu'il devienne une des plus grandes stars de l'histoire du catch. C'est quand même pas rien. C'est à noter aussi, et un détail à retenir pour la suite quand il sera à la WWE, que Mick Foley, qu'il avait déjà eu l'occasion de croiser à cette époque, le surnommait, en tout cas c'était son nom affectueux, Uncle Paul, Oncle Paul. Mais il y a vraiment un catcheur en particulier avec qui il a collaboré donc au moment de revenir dans le catch parce que ça lui manquait trop, c'était nul autre qu'un certain Mark Calloway. Est-ce que ce nom sonne une petite cloche dans vos têtes ? Si oui, c'est normal, tout simplement parce que c'est l'Undertaker, le vrai nom de l'Undertaker. Mais bon, à cette époque-là, il n'était pas encore l'Undertaker. Au moment où il se croise donc à la WCW, c'est quand même très fou de dire que Paul Bearer a été le manager du premier match de Mark Calloway dans le catch, en tout cas match important de cette envergure-là. Et à cette époque, il n'était pas encore l'Undertaker, mais il était Texas Red. Et il était masqué. Et c'était contre Bruiser Brody, un autre personnage très marquant, au destin très tragique celui-ci. Enfin bref, en tout cas, il avait déjà croisé la route de l'Undertaker, qui deviendra aussi à un moment donné le Punisher. Et sinon dans sa vie personnelle, un peu plus tard, son deuxième fils naît. Il travaille dans les territoires dans le sud des États-Unis, et rebelote, j'ai envie de dire, comme quelques années avant, il finit par se dire « Je vais quitter le catch, j'ai des problèmes d'argent ». Donc une fois de plus, ça se passe pas très bien pour lui financièrement parlant. Mais là, gros tournant, tenez-vous bien, il en parle à son protégé Rick Rude donc, qui lui dit « Non, c'est hors de question que tu quittes le catch. Tiens, prends ce téléphone, prends ce numéro, c'est Vince. » Et là, Paul Bearer lui dit « Vince, comment ça Vince ? Vince McMahon ?» Et oui, c'était le numéro de Vince McMahon. Et le 20 décembre, enfin en tout cas quelques jours après cette discussion avec Rick Rude, Vince McMahon l'appelle. Et là, gros tournant dans sa vie. Puisque alors qu'il avait des problèmes d'argent et qu'il pensait cette fois-ci à quitter le catch pour de bon, il a une réunion avec le patron de la WWE
qui était déjà familiarisé avec son personnage de Percy Pringle. Et surtout, ce qui va vraiment marquer cette réunion, et ce que je trouve assez surréaliste et drôle avec le recul, même si Paul sur le moment l'a pas tout de suite compris, mais il l'apprendra plus tard, c'est que quand il a vu le CV de Paul Bearer, Vince McMahon, et qu'il a vu qu'il était entrepreneur de pompes funèbres dans la vraie vie, Vince a eu un fou rire. Et là, Paul ne comprenait pas pourquoi. Mais bon, il était heureux quand même parce que, en sortant de cette réunion, les jours suivants, il aura un contrat à la WWE. Donc ça, très très bonne nouvelle pour lui, très bonne nouvelle pour lui financièrement, et surtout, il semble bientôt avoir un rôle important à l'écran à la WWE. Et là, il faut savoir qu'à la même époque, un certain Mark Calloway était aussi à la WWE et avait débuté un personnage, et pas n'importe lequel, l'Undertaker bien sûr, qui était d'abord managé par Brother Love. Alors Brother Love, si vous ne le saviez pas, était interprété par l'officiel de la WWE, Bruce Pritchard, et qui dit officiel, dit quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire en coulisses, et qui n'avait pas forcément le temps ni le loisir d'aller par exemple à tous les shows non télévisés avec l'Undertaker, à faire tout ce qu'il pouvait faire en tant que manager pour lui. Il avait déjà beaucoup à faire en coulisses, et donc c'était une période où la WWE cherchait tout simplement un nouveau manager pour l'Undertaker. Et là, comme par hasard, ils ont quelqu'un qui arrive qui est entrepreneur de pompes funèbres. Alors pourquoi c'est si marquant? C'est parce que l'Undertaker a un personnage qui est beaucoup lié à l'univers des ténèbres, de la mort, des enterrements. Tout simplement parce que Undertaker c'est quand même le croque-mort, hein. Et donc avoir quelqu'un dont c'est le vrai métier, c'est quand même complètement fou, vous trouvez pas? Quelle coïncidence incroyable! Et ça, Vince McMahon lui expliquera quelques jours plus tard pourquoi il avait rigolé, parce qu'il cherchait justement un manager. Et à partir de là, son destin s'attache pour de bon à celui de l'Undertaker. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo mes amis, parce que son parcours n'a pas fini de vous surprendre. Et cette collaboration avec l'Undertaker à la WWE a bien sûr commencé par la création d'un nouveau personnage. Il ne serait plus Percy Pringle, le type aux cheveux blonds platine qui s'extasiait dans tous les sens et qui était... Alors, ce qu'il a quand même gardé de ce personnage-là, c'est toutes ses mimiques et ses expressions faciales, mais tout le reste a été vraiment remis à zéro. Une inspiration pour la création de ce personnage, c'est la famille Adams, et il s'est teint les cheveux en noir. Parce que ça c'était Vince McMahon qui voulait absolument qu'il se teigne les cheveux en noir. Et aussi qu'il se maquille. Et c'est vrai que quand on voit surtout les premières années de son personnage, sa peau très blanche, les cernes, on se dit oui c'est vrai que forcément qu'il fallait bien du maquillage pour ça. Il aura aussi une catchphrase qu'il dira tout le temps avec une voix très aiguë, « Oh yes !» Et ça le caractérisera vraiment. Et le nom, alors comment ils ont trouvé ce nom? Or, anecdote vraiment très simple, mais quand même amusante. Bruce Pritchard, donc celui qui était l'ancien manager de l'Undertaker à ses débuts, était assis dans le vestiaire avec le catcheur Road Warrior Hawk, et donc ce dernier regardait Paul et lui dit d'un coup, comme ça, « Et qu'est-ce que tu penses du nom Paul Bearer ?» C'est quand même fou de se dire qu'il a été trouvé de cette manière-là, comme ça d'un coup, un catcheur qui le voit et qui trouve son nom comme ça. Et ce qui a quand même marqué tout le reste de sa vie, hein. Le fait est qu'en février 1991, ça y est, Paul Bearer est introduit par Brother Love, donc on voit sa voix aiguë, et on est tout de suite frappé par son alchimie avec l'Undertaker d'ailleurs, une alchimie qu'ils avaient dans la vraie vie, puisqu'ils voyageaient toujours ensemble. En fait, on voyait jamais l'un sans l'autre, donc on peut dire qu'ils étaient vraiment pleinement investis pour le kayfabe, pour leur personnage, on les voyait toujours ensemble. On sait que l'Undertaker, par exemple, quand il voyageait, il faisait exprès d'être toujours dans des tenues très sombres, de très peu parler, en gros, pour ne surtout pas briser l'aura de l'Undertaker. Ce qui est marrant aussi à savoir, c'est que Paul Bearer, en coulisses donc, s'occupait de louer leur voiture, par exemple, de faire leur réservation d'hôtel. Ils étaient tout le temps, tous les deux. Donc une vraie amitié est née entre les deux hommes à cette époque. Et c'est quand même assez drôle aussi, ce qui était très frappant leurs premières années ensemble, c'est qu'ils avaient un énorme contraste entre les deux. D'un côté, t'avais Paul Bearer qui parlait quand même pas mal avec une voix très aiguë, alors que l'Undertaker, lui, parlait très peu et avait une voix très grave. Donc vraiment un sacré contraste entre les deux.
Et une trouvaille par exemple qui vient de Paul Bearer, donc quand tu sais à quel point ça va quand même devenir un objet marquant autour de l'Undertaker les années suivantes, on peut vraiment dire bravo Paul pour cette trouvaille. En fait, Paul Bearer, il avait toujours eu l'habitude dans sa carrière de manager d'avoir un objet avec lui quand il marchait par exemple une canne. Et donc, il trouvait qu'à la WWE, c'était un peu vide pour lui. Il lui manquait quelque chose à tenir dans ses mains. Et à ce moment-là, alors pour lui c'était très facile à trouver vu son métier dans la vraie vie, il a eu l'idée de se servir, enfin du moins de prendre avec lui une urne. Et c'est là que ça deviendra par la suite un peu un des objets magiques de l'Undertaker, le pouvoir de l'urne. En gros, t'avais Paul Bearer qui tenait l'urne parfois quand l'Undertaker catchait, qui lui montrait, et ça donnait comme un second souffle, ou alors d'un coup un énorme pouvoir à l'Undertaker pour gagner. Et on peut dire que leur collaboration, à l'image de la carrière de l'Undertaker, va être teintée de succès assez rapidement, puisque même pas un an après le début de leur partenariat, l'Undertaker, en novembre 1991, va affronter le grand Hulk Hogan, la légende de la WWE, la grande star, pendant toutes les années d'avant, et l'Undertaker va devenir champion. Et à partir de là, on peut dire que c'est une fusée qui a décollé et qui n'a plus jamais atterri pour eux, puisque dans la foulée, il y aura son premier WrestleMania, et donc les débuts officiels de la streak du Deadman, sa longue série d'invincibilité qui a duré des années. D'ailleurs, Paul Bearer, lui, ne connaîtra pas, puisque, enfin on va en parler après, hélas, il sera mort avant, mais Paul Bearer, en tout cas de son vivant, n'a jamais assisté à une défaite de l'Undertaker à WrestleMania. D'une certaine manière, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais bon, même s'il y a le WrestleMania de 2013, dont on va aussi parler, où Paul Bearer est pleinement impliqué, même en étant malheureusement décédé, mais on peut dire que 2014, le premier WrestleMania où Paul Bearer n'est vraiment nulle part, c'était déjà, ça coïncidait aussi avec la première défaite du Deadman au Showcase des Immortels. Enfin bref, Paul Bearer a eu l'occasion de réaliser plein de rêves à ce moment-là. Par exemple, il a toujours rêvé de travailler au Madison Square Garden, vous savez, peut-être la plus célèbre arène du monde à New York. Alors pour lui, c'était un aboutissement quand ils ont pu y aller avec l'Undertaker. Ce qui était marrant, c'est que avant ça, il avait toute sa vie dit à ses amis « Le jour où j'aurai travaillé au Madison Square Garden, je prendrai ma retraite. Ce sera vraiment le summum pour moi. » Mais quand c'est arrivé pour de vrai, soyez rassurés, il n'a pas arrêté sa carrière, mais au contraire, il voulait tout de suite y revenir. Sinon, il avait été marqué aussi, Paul Bearer, par le SummerSlam de 1992 à Wembley, donc un stade en Angleterre, où l'Undertaker avait affronté Kamala. Et pour Paul Bearer, c'était très spécial de voir ça, de voir autant de fans qui étaient à fond pour, en tout cas investis pour l'Undertaker. Et un rôle qu'il a beaucoup eu justement à partir de cette époque avec le Deadman, c'est que contrairement à l'Undertaker qui lui était plutôt du genre à enchaîner tout, à pas vraiment prendre le temps de digérer les choses ou de réaliser les choses et à enchaîner, Paul Bearer était un peu là pour permettre à l'Undertaker d'apprécier toutes les choses qu'ils avaient la chance de faire, justement parce que Paul Bearer, lui, était sans arrêt en train d'être dans la gratitude pour tout, d'être choqué par tout, d'être vraiment enthousiaste et emballé par tout. C'était un peu le fan intérieur en lui qui était émerveillé, et il permettait justement au Deadman d'apprécier tout ça. Pendant des années, ils auront du succès tous les deux à la WWE. T'avais l'Undertaker qui, à cette époque, donc on peut dire jusqu'en 96, donc toutes ces années-là, était clairement un des catcheurs qui portait la WWE. N'oublions pas que c'était une période où l'ère de Hulk Hogan était terminée, l'ère de Stone Cold Steve Austin et de The Rock, donc l'Attitude Era, n'était pas encore là, mais celui qui a été commun donc à l'Attitude Era et juste avant, c'est l'Undertaker, et il était clairement un des tauliers. Et la popularité du duo était énorme, t'avais des fans qui se déguisaient comme eux d'ailleurs, mais tout a basculé à SummerSlam, donc à l'été 96. Donc après plusieurs années ensemble de réussite, gros tournant scénaristique. En fait, à la WWE, ils ont considéré que le personnage du Taker devait vraiment évoluer. Et c'est vrai que après plusieurs années de succès, où il enchaînait, toujours avec Paul Bearer à ses côtés, des victoires, des rivalités, et puis des victoires contre différents monstres,
On pense par exemple à une rivalité qu'il avait eue contre Yokozuna. Au final, ils se sont dit qu'il était temps, avant qu'il devienne peut-être trop répétitif et trop lassant pour les fans, pour l'Undertaker, d'avoir vraiment un gros changement, que par exemple, on devait l'entendre parler maintenant. Parce que jusqu'à présent, c'était Paul Bearer, le porte-parole. Et ça va aboutir à l'arrivée d'un nouveau personnage, un certain Mankind. Alors on sait bien que Mankind et l'Undertaker auront un des meilleurs matchs de tous les temps, un des matchs les plus célèbres, quelques années plus tard, donc en 98, le fameux Hell in a Cell, avec les chutes phénoménales de Mankind. Mais tout a commencé, cette histoire-là, en réalité, 2 ans avant, à l'été 96, avec donc le personnage de Mankind qui débute, et Paul Bearer qui trahit l'Undertaker pour plutôt se mettre avec Mankind. Et d'ailleurs, Paul Bearer, à ce moment-là, a eu un rôle aussi essentiel pour Mick Foley, qui est donc l'homme derrière Mankind, pour qui il a été un rock, il le décrit comme un rock, quelqu'un qui a été essentiel pour qu'il devienne une star. Donc c'est là que tu vois que Paul Bearer, quelle importance quand même dans la carrière de légende, hein, parce que sans lui, l'Undertaker et Foley, pas la même, hein, ça aurait pas été la même. Enfin bref, à partir de là, Paul Bearer sera donc contre l'Undertaker, et il enverra par exemple d'autres associés se battre contre le Deadman, par exemple Vader, ou alors le personnage de The Executioner. Mais surtout, ce qui a le plus marqué la période où Paul Bearer était contre l'Undertaker et ils ont tenté de tout renouveler autour de lui, c'est clairement à partir de l'automne 97. Et la création d'un certain Kane. Et oui, le frère caché de l'Undertaker, celui que l'Undertaker croyait mort, et donc a été amené d'une manière très créative et complètement épique dans le fameux show Bad Blood 1997, premier Hell in a Cell de tous les temps. Shawn Michaels contre l'Undertaker, et là t'as Kane qui débute et Paul Bearer qui arrive avec lui. Donc est-ce que vous vous rendez compte quand même à quel point Paul Bearer a été charnière dans plein de moments vraiment épiques, alors notamment dans les années 90. Faut aussi se rappeler que avant de devenir Kane, donc Glenn Jacobs, son vrai nom, avait eu un personnage de dentiste, aussi un personnage de sosie de Diesel. Donc on va dire que sa carrière, ça allait pas fort avant. Et à partir du moment où il était avec Paul Bearer dans cette storyline autour de l'Undertaker, lui aussi, sa carrière a décollé à Kane. Et donc, ils auront une rivalité très marquante. Personnellement, je vous avoue que j'ai eu un coup de cœur énorme pour leur match à Unforgiven, que je trouvais exceptionnel à donc Unforgiven 1998, le premier Inferno match entre eux. Et c'était vraiment spectaculaire. T'avais l'Undertaker qui faisait des plongeons au-dessus des flammes pour sauter sur Kane. Et on peut dire que le match portait bien son nom, puisque d'ailleurs, à la base de la storyline entre eux, faut savoir que Kane était censé être mort dans un incendie, mais qu'en fait, incendie dans lequel l'Undertaker aurait eu une responsabilité importante. Et bref, en gros, le feu avait une place importante dans leur histoire, alors quel meilleur symbole que d'avoir un Inferno match pour eux. Mais bon, ça aussi, ça ne durera qu'un temps, puisque quelques mois plus tard, avec encore cette évolution de l'Undertaker, qui cette fois-ci, après des années à être un babyface, c'est-à-dire un personnage de gentil, même si c'était pas un gentil classique, un super-héros, mais en tout cas c'était pas encore un méchant, là il deviendra un heel, et c'est là qu'il créera son clan du Ministry of Darkness, et Paul Bearer se mettra avec lui à ce moment-là. Pour parler un peu de comment il était en coulisses, faut savoir que Paul Bearer était réputé pour tout le temps faire des blagues à tout le monde, ce qui permettait aussi, ce qui contribuait à ce qu'il soit apprécié de tous en coulisses. Et ce qui le caractérise aussi, alors assez particulier comme détail sur lui, il était un grand fan du chanteur George Jones. Et il en était tellement fan qu'il avait toujours avec lui plein de photos de George Jones au cas où il le croiserait à un aéroport pour lui faire signer ses photos. C'est quand même dingue, non, vous trouvez pas? Enfin bref. D'ailleurs, une blague qu'il faisait tout le temps, et c'était quand même, encore une fois, complètement absurde, je trouve, déjà, d'apprendre que l'Undertaker détestait le concombre, et que Paul Bearer, sachant ça, à chaque fois qu'ils allaient prendre un verre, par exemple, se débrouiller pour cacher un morceau de concombre au fond du verre de l'Undertaker dès qu'il avait le dos tourné,
pour qu'au moment où il boive sa dernière gorgée, il tombe sur le morceau de concombre et qu'il vomisse tout ce qu'il venait de boire. Donc quand même assez marrant. Mais alors, malheureusement pour Paul Bearer, même s'il finira par revenir, il y a quand même un tournant pas longtemps après, quand l'Undertaker décide de devenir l'American Badass. Un nouveau personnage, puisque on était à ce moment-là donc dans l'Attitude Era, et l'Undertaker a bien vu qu'il avait besoin peut-être d'aller vers un personnage plus badass, c'est le cas de le dire, plus réaliste, et en l'occurrence un personnage de biker, et à ce moment-là, plus de place vraiment pour Paul Bearer, qui à ce moment-là, lui, va avoir un rôle plutôt en coulisses. Il va se mettre à notamment aider les jeunes catcheurs, mais bon, ses priorités vont changer dans sa vie personnelle, puisqu'à partir de 2001, sa femme Diane, donc l'amour de sa vie, a un cancer du sein, et il va décider de beaucoup plus rester à la maison pour s'occuper d'elle, et c'est là qu'il décide de mettre le catch de côté, même si il aura quand même malgré tout une petite période à la TNA, vers 2002-2003, mais bon, en tout cas, ses priorités avaient changé comme on a dit, mais ça ne l'empêchera pas de finir par revenir à la WWE en 2004, à partir du moment où l'Undertaker est revenu à son personnage du Deadman pour affronter Kane à WrestleMania 20. Et ce qui est quand même vraiment notable par rapport à ce retour à la WWE, c'est qu'à la base, il aurait pu ne jamais arriver. Alors tenez-vous bien quand vous allez apprendre pourquoi, c'est quand même assez marquant. En fait, 6 mois avant WrestleMania, la WWE avait contacté Paul Bearer en lui proposant l'idée donc de revenir, d'être aux côtés de l'Undertaker pour WrestleMania 20, en plus au Madison Square Garden, l'arène qui l'a fait rêver toutes ces années. Mais le problème, c'est qu'avec le cancer de sa femme et donc son inactivité, Paul Bearer avait pris beaucoup de poids, à un point où il pesait 238 kilos à un moment. Et il disait lui-même qu'il en avait honte et que sa santé ne lui permettait pas de revenir à la WWE. Et finalement, heureusement pour lui plutôt, il a quand même pu revenir donc dans ce domaine qui le passionne et qui lui manquait malgré tout, en ayant donc un nouveau contrat à la WWE en octobre 2003, et surtout, qu'est-ce qu'il y avait dans ce nouveau contrat ? Il y avait un bonus de signature de 35 000 $, et à quoi correspondait ce montant ? Tout simplement au prix d'une chirurgie bypass gastrique qui lui permettrait de réduire son estomac, parce qu'il en avait besoin au niveau de sa santé. Et donc, c'est quand même beau de constater que la WWE, grâce à sa belle relation avec la compagnie de Vince McMahon, a quand même pris en charge une opération qui lui a peut-être sauvé la vie. En tout cas, peut-être, il lui a permis d'avoir peut-être quelques années supplémentaires. Et tant mieux, parce que ça lui a quand même permis, donc entre autres, de revenir au Madison Square Garden, WrestleMania 20 contre Kane, aux côtés de l'Undertaker. Bon, malheureusement pour lui par contre, au début, il n'était pas en état d'aller dans le ring. Il pouvait par exemple pas monter les escaliers qui menaient au ring. Il était plus en état. Donc c'est entre autres pour ça que ce run n'a duré que quelques mois. D'ailleurs, on se souvient d'un moment marquant au Great American Bash 2004 où il avait été complètement enseveli dans du béton. Et en réalité, bon, évidemment, ça avait été truqué, hein, vous vous en doutez bien. Et c'est surtout parce que à cette époque-là, c'est d'ailleurs pour cette raison que parfois la WWE trouvait des manières scénaristiques pour l'éloigner des écrans. C'est parce qu'il avait besoin de se faire opérer et que même sa santé, ça allait pas fort. Il finira du coup par retourner chez lui pour revenir à plein temps à son business de pompe funèbre, qui continuait toujours. Et on apprendra en 2007 qu'il avait réussi à perdre 108 kilos. Donc en tout cas, il semblait quand même en meilleure santé, mais l'événement tragique qui a vraiment eu une énorme influence sur lui à ce moment-là, c'est le décès de sa femme Diane en 2009, à l'âge de 47 ans. Et il faut savoir qu'ils étaient ensemble depuis qu'elle avait 15 ans, donc 30 ans de mariage. Nom d'un chien, c'était la femme de sa vie, tout simplement. Et ça lui a fait beaucoup de mal, mais d'un autre côté, à ce moment-là, il ne pouvait plus... il ne se sentait plus en état de rester dans le business des pompes funèbres et de tout ce qui entourait la mort. Et il était bien heureux de revenir à la WWE en 2010 afin de ne plus être chez lui en train de bader en étant seul du coup. Et donc c'est pour ça que
ça tombait très bien qu'il puisse revenir à la WWE une fois de plus pour une rivalité entre l'Undertaker et Kane. C'était juste avant Hell in a Cell 2010. Et bon, il finira quand même par trahir l'Undertaker, mais bon, il sera de retour à l'écran. Alors ce sera quand même assez court, hein, assez furtif, bien que quand même impactant. Donc avec non seulement cette rivalité entre l'Undertaker et Kane, mais aussi aux côtés de Kane dans une rivalité contre Edge, pendant laquelle il se fera même kidnapper. Et ce qui est assez surréaliste avec Paul Bearer, c'est que donc plusieurs fois, on l'a mis en scène dans des situations qui étaient censées le faire disparaître pour toujours, avant de finalement revenir. Par exemple, il avait déjà été jeté d'une échelle, enfermé dans un frigo. Mais bon, en tout cas, le 2 mars 2013, il va à une réunion annuelle Gulf Coast Wrestlers, en gros des anciens qui retrouvaient, et ses collègues qui le voyaient constataient qu'il était de plus en plus faible au niveau de sa santé, qu'il avait du mal à respirer, et 3 jours après cet événement, il mourait à l'âge de 58 ans. Et quand Mick Foley a appris cette triste nouvelle, il était en route pour une réunion, mais il a directement changé de destination pour tout de suite se rendre à cet enterrement, quitte à rouler des centaines de kilomètres en plus. Et à cet enterrement, il y était présent avec aussi l'Undertaker, avec Kane. Il y avait des lettres et des fleurs du monde entier parce que on apprenait qu'en fait, Paul Bearer était déjà quelqu'un de très apprécié, quelqu'un de très gentil, qui répondait aux courriers que les fans pouvaient lui écrire et qui entretenait du coup des relations amicales avec des fans avec qui il était en contact. Et ce qui est quand même très notable, c'est qu'à peine quelques jours après son décès, il sera au cœur de la rivalité de l'Undertaker contre CM Punk à WrestleMania 29. Et faut quand même faire remarquer qu'au départ, l'Undertaker était un petit peu mal à l'aise par rapport à ça. Il se demandait si c'était pas irrespectueux, mais bon, ils ont fini par conclure que Paul Bearer adorerait cette storyline et serait le plus heureux d'être impliqué dedans, et c'est pour ça qu'ils l'ont faite. Et donc il n'y avait pas le moindre manque de respect, en réalité c'était purement ce que Paul Bearer aurait voulu. Et dans cette logique, on verra Paul Heyman, manager de CM Punk à l'époque, être déguisé en Paul Bearer. On le verra porter l'urne, enfin en gros ils avaient pris l'urne avec CM Punk à WrestleMania 29, et donc il aura eu le privilège, d'une certaine manière, comme un dernier hommage à lui, d'être pleinement impliqué dans une rivalité de WrestleMania quand même. Donc pour lui, c'était quand même énorme. Un an plus tard, Hall of Fame 2014, il y est introduit par Kane, donc intronisé dans le Hall of Fame de la WWE, et à cette occasion, on verra aussi la seule apparition au Hall of Fame, en tout cas pour rendre hommage à un intronisé de l'Undertaker qui voulait montrer tout son respect à son ami. Et c'est comme ça que se termine l'incroyable histoire de Paul Bearer. Un homme qui a réalisé au final tous ses rêves et qui pouvait, à partir de ce moment-là, reposer en paix. Et c'est ainsi que se termine notre documentaire sur Paul Bearer, l'homme qui a eu un rôle fondamental dans les carrières de l'Undertaker et de Kane, pour ne citer qu'eux. En nous intéressant à son parcours, on a pu voir qu'il a vraiment eu un destin unique, comme s'il était fait pour devenir le manager du Deadman. C'était un grand fan de catch, une passion vers laquelle il est souvent revenu, quelqu'un qui était apprécié de tous en coulisses et sans qui le personnage du Phenom aurait probablement été bien différent. Après avoir découvert ou redécouvert sa vie, j'ai un débat à vous proposer. Selon vous, ne devrait-on pas donner plus d'importance au rôle de manager dans le catch actuel ? Et qui considérez-vous comme le meilleur de tous les temps dans ce domaine ? Venez en parler dans les commentaires, je suis bien curieux de savoir votre avis. Et ce sera enrichissant de partager nos ressentis, parce que c'est le catch comme on l'aime. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder un documentaire sur un personnage extraordinaire comme l'Undertaker, cette playlist est faite pour vous. Ou sinon, allez ici pour découvrir plein de controverses et coulisses de la WWE. J'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour voir d'autres vidéos. A tout de suite. Acknowledge me!